Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous en venez à la question de l'État et du pouvoir d'État, c'est pour ça que j'ai dit avant, les 3 premiers points sont déterminants. Ben, c'est plus la question voie communiste ou voie capitaliste qui l'emporte en fait dans la bagarre. C'est une bagarre entre 2 groupes qui veulent le pouvoir. Autrement dit, les gens des masses qui sont engagés là-dedans, ils sont engagés au service d'une clique contre une autre clique. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Alors avec des grandes différences, bon, que j'ai pas le temps de trop détailler. Mais c'est ce qui a fait que, à l'été 67, 31 août 67, il y a un immense discours de Mao, dont un point essentiel est quoi? J'espérais voir surgir une nouvelle génération de révolutionnaires dans la jeune génération. Et là-dessus, je me suis plantée complètement. Je reviendrai là-dessus. Je me suis plantée complètement. Il n'y en a pas eu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette jeune génération qui s'est engagée dans la bataille avec beaucoup d'ardeur et qui critiquait les dirigeants engagée dans la voie capitaliste, elle a en fait fini par penser qu'il était temps pour elle de monter sur la scène. Et si on fait le bilan de la révolution culturelle en termes historiques, parce qu'il faut que j'avance un peu, la révolution culturelle, c'est l'arrivée sur la scène pour la première fois de la petite bourgeoisie intellectuelle comme classe politique. Ça leur est monté à la tête, aux petits jeunes généraux étudiants de Pékin et d'ailleurs. Donc c'est la fameuse histoire de l'ultra-gauche. Mais pour l'illustrer, pour nous qui sommes en France, j'ai donné l'exemple de la bataille entre CGT-PCF d'un côté et gauche prolétarienne de l'autre. Ça ressemble assez. Quand vous regardez les uns et les autres, ils se ressemblent assez. Quand vous regardez Wang Li, le chef de l'ultra-gauche, pas très différent de Julie ou Gesmar, hein, vers la guerre civile. Ce qui veut dire que dans pas longtemps, il va tourner sa veste, bien sûr, parce que ce qui l'intéresse, c'est prendre la place des autres. Donc il y a 2 groupes qui se battent pour le pouvoir, mais aucun des 2 ne correspond à l'orientation communiste, maoïste. Chacun des 2 groupes se bat pour les places dans le parti-État. En gros, il y a les partisans de ne pas bouger dans le capitalisme monopoliste d'État tel qu'il était, le socialisme, et puis il y a ceux qui verraient bien un capitalisme un peu plus libéral. Ils l'ont d'ailleurs emporté, et il n'y a qu'à voir ce qu'aujourd'hui la classe moyenne en Chine. Ils avaient un avenir, le capitalisme avait un avenir en Chine, et les faits l'ont prouvé. Et donc ces héros de la révolte étudiante ont bien senti cette possibilité. C'est ce qui a obligé la révolution culturelle à battre en retraite, à travers des incidents que je n'ai pas le temps de détailler, à Canton et faut lire le livre, voilà. Lire le livre. Voilà. Et principalement dans la ville de Wuhan, qui est une affaire passionnante, mais pour laquelle malheureusement il y a beaucoup de documents qui manquent. En tout cas, c'est ce qui a décidé le mouvement de retraite. Et le mouvement de retraite, pour Mao, ça a consisté à faire quoi? À dire, ben, je vais faire une tournée d'inspection dans toute la Chine. Et il revient avec des directives. Et il revient avec 2 sortes de directives. Certaines concernant les comités révolutionnaires, et je ne vais pas m'y étendre. Les autres consistant en fait en un changement de base d'appui. C'est-à-dire, il s'adresse aux ouvriers, à la classe ouvrière chinoise. Et en fait, la deuxième forme de dictature du prolétariat, à part l'exemple de Shanghai que j'ai donné, quelques autres endroits, qui a eu lieu pendant la révolution culturelle et qui fait que cette affaire
qui était plié, perdu du point de vue du parti dès 68. Il n'y a aucun doute là-dessus. Ça continue jusqu'à la mort de Mao. Pourquoi? Parce qu'il est tout seul, la dictature du prolétariat, Mao. Comment il fait tout seul la dictature du prolétariat? Il fonctionne par directive. Il a quelques partisans. Alors le Jean Hessemann, dont je me suis bien servi dans le livre, il raconte très bien parce qu'il était sur place. Mao lançait une directive, rien d'essentiel ne divise la classe ouvrière, ou autre directive, c'était repris par des journaux. L'organe des postes de machin publiait son tract, et puis des gens le suivaient, pas des gens organisés. Et ces gens étaient principalement des ouvriers, de sorte que le centre de gravité s'est déplacé. C'est intéressant de noter que la révolution culturelle commence pas selon les canons classiques marxistes, par analyse de classe, prolétariat, tout ça. Non, c'est une révolte comme ça, démocratique de tout le monde. Mais finalement, le centre de gravité va se déplacer du côté des ouvriers, dont j'ai dit qu'ils avaient formé en quelque sorte un corps, le corps ouvrier, qui défendait Mao et qui était principalement appuyé sur le fait qu'il s'était créé quand même des organes des petites communes dans beaucoup d'usines. Il y avait une direction ouvrière et Mao en appelle directement aux ouvriers pour premièrement en finir avec les troubles. C'est la fameuse histoire de l'entrée des ouvriers dans l'université de Pékin, 1er juillet 68. Où Mao appelle à former des corps ouvriers de la propagande, de la pensée de Mao Tse-tung. Et il y a 20 000 ouvriers venant de X usines de Pékin ou plus qui se rassemblent devant l'université où les étudiants en garde rouge de l'ultra-gauche contre les autres se canardaient. Et ils arrivent désarmés dans l'université. Les étudiants, les grands chefs étudiants, le fameux Kouaïtafou, leur tirent dessus. Il y a 7 morts et à peu près 700 blessés dans l'histoire, puisque eux arrivent désarmés. Mais ils mettent fin, comme ça, au combat étudiant à Pékin. Et il s'ouvre une nouvelle phase où il est proposé que ces corps ouvriers de propagande de la pensée de Mao Tse-tung se répandent dans tout le pays pour régler les conflits là où ils n'ont pas pu être réglés. Et pour arriver à ce que les gens s'entendent pour créer des comités révolutionnaires. Et finalement, parce qu'on en arrive à ça quand même, reconstruire ce fameux parti, malheureusement. Voilà, alors, ça n'empêche que ça dure encore. Bon, la reconstruction du parti, c'est la fin, c'est la défaite de la révolution culturelle. C'est quelle année? 68-69. Le congrès du parti est en 69, où Lin Piao est nommé le grand chef. Je ne sais pas si j'ai le temps de détailler l'affaire Lin Piao, mais j'en ai beaucoup parlé dans le livre. Il faudra lire le livre. Il faudra lire le livre, parce que je ne peux pas détailler l'histoire de Lin Piao. Il s'agit de donner envie de lire le livre. Voilà, après vous lirez le bouquin. Mais ça dure quand même jusqu'en 76. Pourquoi? Parce que personne ne peut toucher à Mao et que Mao ne gouverne pas, mais dirige politiquement par directive. Par exemple, les ouvriers devront rentrer pour toujours dans les universités. Ne croyez pas qu'ils sont juste rentrés là pour mettre fin aux troubles. Pourquoi ils devront rentrer pour toujours dans les universités? Ça va vous expliquer pourquoi les petits bourgeois détestent la révolution culturelle. Ils ont des bonnes raisons. Parce que c'était quoi le programme? Le programme, c'était qu'ils dirigent la réforme de l'enseignement. Mais c'était quoi la réforme de l'enseignement? La réforme de l'enseignement, c'était mettre fin à l'existence de l'homme moyen, comme disait Lénine, dont il avait tellement envie de se débarrasser. C'est-à-dire de la petite bourgeoisie. Parce que la réforme de l'enseignement, c'était dire quoi? Premièrement, les ouvriers vont diriger les universités. Deuxièmement, en sortant de l'école secondaire, tout le monde ira travailler. À la campagne ou ailleurs. D'ailleurs, il y a eu des milliers de départs à la campagne à 68, 69. C'est l'époque des départs par millions dans les campagnes, des jeunes intellectuels.
comme dit Simon Lès, dont j'ai parlé à la fin, c'était une triste fin pour des gens qui s'étaient vus un grand destin d'aller remuer le fumier dans je ne sais quel bled du fin fond de la Chine. Donc tout le monde ira travailler, premièrement. Deuxièmement, on choisira forcément les étudiants parmi les travailleurs. Hein. Les camarades choisiront parmi eux ceux qui iront à l'université. Et troisièmement, en sortant de l'université, ils retourneront travailler là d'où ils viennent, dans leur commune populaire ou quoi. Si vous réfléchissez à ça, ça veut dire quoi? C'est un programme d'abolition de la petite bourgeoisie. C'est logique dans un sens, parce que le communisme, ça doit aller vers l'abolition des classes. Mais c'est là qu'on s'est aperçu que la petite bourgeoisie, parce que c'est eux qui ont fait, qui ont vraiment fait tomber Mao. Ça, ils ne pouvaient pas supporter. Et il y a des textes passionnants que j'ai repris là-dessus, parce que c'est les premières descriptions précises et politiques de ce qu'est la petite bourgeoisie comme classe. À savoir, bien sûr, il y a la bourgeoisie qui possède les moyens de production, ok. Mais il y a la petite bourgeoisie. La petite bourgeoisie possède quoi? Le droit au savoir. Et c'est détaillé de façon précise. Premièrement, le privilège d'aller à l'école et d'envoyer nos enfants dans de bonnes écoles. Privilège du savoir. Donc on a une plus-value personnelle. Deuxièmement, ce privilège du savoir est individuel. Il n'inclut aucune obligation vis-à-vis de qui que ce soit, et notamment vis-à-vis de la société. C'est un capital personnel. Et si j'ai pas droit à ça, ça s'appelle la dictature. C'est très drôle parce que dans les textes de la Révolution culturelle, c'est détaillé de façon très précise, et c'est exactement ça. Donc c'est tout à fait logique que dès qu'ils entendent le mot communiste, les petits bourgeois hurlent « dictature ». Ils ont raison, parce qu'il y a eu la tentative de la révolution culturelle derrière eux. Alors, bon, ça ouvre à tout un tas de discussions très intéressantes qui portent sur la différence entre petits bourgeois et intellectuels. Mais je n'ai pas le temps de le développer. Donc, parce que je crois que j'ai parlé trop longtemps. Non, on peut arriver à une conclusion. Donc, comme il y aura peut-être un petit débat après, voilà. Donc, j'ai envie de bientôt m'arrêter là. Ce que je voulais, c'était vous donner l'idée qu'il s'agissait d'un mouvement extrêmement complexe, de plusieurs révolutions intriquées, n'ayant pas lieu forcément en même temps, qui a souffert de quoi? Qui a souffert d'un manque de militants évident. Au début, il y a Mao avec Zhou Enlai, heureusement, lui, il est toujours resté, il y a Mao et Zhou Enlai. À la fin, il y a Mao et Zhou Enlai, plus la bande des quatre. C'est-à-dire plus le trio de Shanghai, en fait. C'est tout. C'est pas beaucoup. Donc... Dans un pays déjà d'1 milliard d'habitants. Oui. Moi, je pense que les communistes sont toujours rares. Mais la preuve en est, par la révolution culturelle, que même peu nombreux, même des fois tout seul, si on prend le Zhang Chongqiao à Shanghai, ça peut faire beaucoup. D'ailleurs, vous savez, c'est pour ça qu'en général, la bourgeoisie essaie de les flinguer avant qu'ils arrivent à être vraiment actifs. Si vous regardez le continent africain, dès qu'il sort quelqu'un qui pourrait éventuellement devenir un dirigeant, on le descend. Avant que... Bon. Parce que c'est pas fréquent, mais ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup parce que la capacité à orienter la discussion au sein des masses, et c'est ça le truc de la révolution culturelle, c'est que la lutte entre les deux voies, la lutte entre bourgeoisie et prolétariat, ça se passe principalement au sein du peuple. La discussion entre les deux orientations, ça se passe entre ouvriers et ouvriers, ça se passe principalement au sein du peuple. Et une fois qu'on est arrivé à se mettre d'accord et que l'orientation communiste l'emporte, alors là, on peut donner sa mesure et mesurer ce qu'on peut faire par rapport à l'ennemi, qui bien sûr existe. Mais le fond de l'affaire, la question basique, c'est faut des militants communistes, c'est-à-dire des gens itinérants de la pensée politique collective. C'est ça un militant, pour moi.
Bon, après, la question du parti, je l'ai laissée de côté parce que justement, elle est complètement secondaire, voire inexistante par rapport à ça. Mais un militant, c'est un itinérant de la pensée politique collective. C'est quelqu'un qui est là et pour dire, camarade, bon là, la discussion, elle est quoi? Elle est celle-là. Et il y a une contradiction entre votre conclusion et ce qui se passe au bled à côté. Donc on va aller dans le bled à côté pour essayer de comprendre l'affaire. Et puis on va voir si on se met d'accord sur un mot d'ordre. C'est la base, ça. C'est la base de quoi? De la dictature du prolétariat. Donc mon mot d'ordre final, c'est créer partout des organes de la dictature du prolétariat. Parce que, ça c'est les dernières directives de Mao, pourquoi faut-il exercer la dictature sur la bourgeoisie? Je propose que cette question soit mise en discussion dans le pays tout entier. C'est une de ces toutes dernières directives. Il y a lieu d'exercer la dictature sur la bourgeoisie, et ça c'est une question intéressante qui mérite d'être discutée par tout le monde. Ça, pour que ça soit discuté par tout le monde, c'est ça que j'appelle, moi, faire de la politique. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent ce travail, lequel est fatigant, dangereux, non payé, souvent décevant, n'apportant pas de notoriété, mais excessivement intéressant. Voilà, on peut le dire comme ça. Excessivement intéressant. Et pour s'en convaincre, lire le livre. Voilà. Voilà. Merci, bravo. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, Xi Jinping, c'est Deng Xiaoping et la suite, ou c'est un truc centriste, enfin une position centriste entre ce qu'a donné la révolution culturelle et Mao Zedong, ou bien et Deng Xiaoping. Quel est votre sentiment actuel, votre position sur la position actuelle de Xi Jinping par rapport à ce qu'a apporté la révolution culturelle? Bon, alors d'abord, je ne suis pas une spécialiste de la Chine contemporaine, je me hâte de le dire. Pour moi, ce n'est pas du tout un compromis. Le compromis de la révolution culturelle, à la fin, il se fait en fait entre les deux forces réactionnaires, mais où la bourgeoisie d'État l'emporte, et de loin, hein, mais simplement, elle est obligée de faire une place dans la société à la petite bourgeoisie ascendante. Mais ça, c'est la classe moyenne chinoise. Bon, sur le dos de qui, il ne faut pas l'oublier, hein, je ne l'ai pas dit, mais pendant la révolution culturelle, les ouvriers travaillent 8 heures. Il y en a qui même se révoltent dans l'idée qu'il faudrait travailler moins. Mais après la révolution culturelle, temps de moyen de travail, 10 à 12 heures dans les usines chinoises quotidiennes. Bon. C'est, comme vous savez, l'exode des campagnes par millions. Bon. Donc ces choses-là, je voulais le dire, la politique, ça engage à des choses très réelles et très pratiques qui concernent la vie de millions de gens. Les dirigeants chinois actuels, eh ben, c'est des dirigeants d'une puissance, alors moi je ne sais pas comment tu voudrais l'appeler, François, capitaliste, capitaliste, monopoliste d'État ou pas, je ne sais pas, en tout cas avec des aspects comme ça. Rien à voir avec la révolution culturelle. Et un exemple très simple, j'en ai pas parlé, mais fin de la constitution chinoise adoptée en 1975 et supprimée en 1976, elle a duré autant que la constitution robespierriste à peu près, la Chine ne sera jamais une superpuissance. Bon, ça répond un peu à la question. Si vous regardez ce qu'est actuellement la Chine, c'est un pays en pleine expansion impérialiste. Ne parlons pas de la question des minorités nationales, mais on aurait pu en parler. Si vous regardez, je vous conseille aussi aux jeunes de regarder les films magnifiques de Joris Ivens et Marceline Loridan. Oui, bien sûr. Comment Yukong déplaça les montagnes, oui. Il y a un film magnifique qui se passe à Kashgar, chez les Ouïghours et dans la Mongolie. Et ben, la distance avec la Chine actuelle, elle n'a même pas besoin d'être commentée. Donc, non,
Le capitalisme l'a emporté. Classique, on va dire. Peut-être que les choses auraient duré plus longtemps s'il n'y avait pas eu la révolution culturelle. Mais je ne pense pas qu'il faille le regretter parce que ça aurait duré plus longtemps puis ça aurait pourri à la soviétique peut-être. C'est-à-dire sans donner de résultats politiques intéressants. Le pourrissement progressif des États comme l'URSS et les pays de l'Est, ça n'a rien donné de positif. Tandis que la révolution culturelle, certes, elle a échoué. Bon, d'abord, c'était son idée dès le départ qu'il en faudrait beaucoup, donc on ne se contenterait pas d'une révolution culturelle. Bon, Mao, il n'a pas eu beaucoup de temps. Il pensait qu'il lui faudrait encore 15 ans pour consolider ce qu'ils avaient fait là. Et c'était probablement vrai, notamment en ce qui concerne justement l'entrée des ouvriers à l'université, etc. Bon, ils n'ont pas eu ces 15 ans. Bon, ce que moi j'ai voulu montrer dans le livre, c'est que même s'ils n'ont pas eu ces 15 ans, et même si à la fin on a le parti État au début et on a le même parti État à la fin, revanchard par-dessus le marché, il y a quand même une mine de choses dans la révolution culturelle chinoise du point de vue de la politique communiste. Et encore une fois, c'est la première tentative. Donc, bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Approchez-vous. Ici. Approchez-vous. Par ici. Moi j'en ai. Moi aussi. Bon, d'abord, merci pour cet exposé. Mais je t'en prie. Voilà. Et moi je voulais savoir par rapport au livre, donc tu as consulté, je pense pas que tu saches parler chinois, si un petit peu. J'en ai appris un peu dans le temps, mais ça m'a servi à rien pour écrire le livre. Et voilà. Et alors Sauf donc. pour écrire correctement le pinyin. D'accord. Les noms chinois. Mais alors du coup tous les exemples, toutes les citations que tu utilises, c'est des traductions que tu as utilisées. Bien sûr. Et comment tu peux être sûr que les traductions étaient fidèles par rapport à ce qui a été dit? Bien Oui. sûr, Oui. mais d'abord, il y a deux sortes de traductions. Oui. Il y a les brochures éditées à l'époque de la Révolution culturelle, il y a un énorme effort de publication pendant la Révolution culturelle, donc ils éditaient dans toutes les langues. Et les éditions de Pékin traduisaient les articles, par exemple, du quotidien du peuple, au fur et à mesure. Après, il y a une autre source qui m'a beaucoup servi et qu'on doit au Garde Rouge, c'est les deux gros bouquins de textes de Mao des années 58 à 62, ça fait 2 volumes, qui, eux, ne sont pas passés par le tamis des éditions officielles, qui sont des écrits, alors c'est des comptes rendus, donc tu peux pas être certain Mais par contre, l'avantage, c'est que c'est du brut de décoffrage. Le texte, il est comme ça, quoi. C'est des bouquins qui ont été traduits en français, qui existaient en français. Simplement, je crois que François et moi, on est les deux seuls à avoir récupéré les derniers volumes accessibles sur Internet. Il n'y en a plus. Et d'ailleurs, une des raisons pour laquelle j'écris le bouquin, c'est que Alain Badiou, avec son prestige personnel, s'est forcé de proposer à divers éditeurs d'éditer ses livres, les textes eux-mêmes, mais il a échoué à les faire éditer. Bon. Autre question. Tu voulais poser une question? Oui, très rapidement. Moi, j'aime beaucoup le côté aussi philosophe de Mao, un livre comme De la contradiction. Alors, il y a une citation, je ne me souviens plus très bien, où il dit il ne faut pas seulement d'une seule révolution culturelle, il en faudrait 2, 3, 4, 5, 6, 7 pour que quelque chose aboutisse. Ce qui a l'air... Enfin, qu'est-ce que vous pensez de l'interprétation? Moi, une de mes idées, c'est que cette lutte contre l'individualisme, l'égoïsme qui est propre à tout un chacun, doit aussi être surmontée, combattue, en effet, par la politique, etc. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais c'est ça. Mais premièrement, bon, ils avaient tout à fait conscience, je pense, les dirigeants chinois, et Mao le premier, mais c'est présent dans la première brochure de Yao Wenyuan. Il s'agit de lancer un mouvement pour combattre le retour du capitalisme. Donc le courant dominant, c'est le retour du capitalisme, et pas le contraire.
c'est une lutte défensive qu'il propose d'engager. Bon. Donc il se doute qu'ils vont la perdre. Peut-être tout simplement parce que le capitalisme, tant qu'il a des chances d'exister, il existe. Bon, ensuite, ils avaient conscience de faire quelque chose de complètement nouveau. Aussi au niveau idéologique, tu as raison. Bon, c'est un truc que Mao reprend tout le temps. Si on ne veut pas couper les têtes ni exproprier les gens, alors il faut changer l'idéologie, mais ça, c'est une autre paire de manches. Et changer l'idéologie, c'est tout un grand bazar. Alors, ce qui est important, c'est que dans la vision de Mao, j'ai pas eu le temps de le développer, mais ça existait pendant la Révolution culturelle, il y avait deux visions tout à fait contradictoires de ce qui était transformé l'idéologie. Et un des courants anti-maoïstes qui a joué un grand rôle, dont Lin Piao était le porteur, j'ai pas eu le temps de le développer, mais ça l'est dans le livre, et l'armée, c'était que fallait apprendre un prêchi-prêcha contre l'égoïsme et se réformer individuellement. Bon, Mao, c'est pas du tout sa conception de l'idéologie. Par exemple, il dit le plan quinquennal, c'est une idéologie. Donc, il parle pas de la même chose. Quand il parle d'idéologie, il parle de mesures pratiques qui engagent une certaine orientation. Et quand il dit qu'il s'agit d'aller travailler à la campagne, il s'agit de prendre son sac et aller travailler à la campagne. Il ne s'agit pas de s'asseoir dans une classe et dire vive la pensée du grand Mao Tse-tung. Alors, un des courants contre-révolutionnaires qui s'est développé pendant la révolution culturelle sous l'égide de l'armée et de Lin Piao, on comprend très bien pourquoi, c'était d'encadrer la petite bourgeoisie en lui demandant de s'asseoir dans des classes et de dire vive le grand président Mao et vive la pensée Mao Tse-tung, à bas l'égoïsme, moyennant quoi on vous demandera rien de plus. Et moyennant quoi, le projet de Lin Piao, c'était geler les choses dans une espèce de dictature militaire et qui aurait permis de geler la situation un peu à la Brejnev. Donc il y a idéologie et idéologie, bien sûr. Et dans la révolution culturelle, c'est très frappant. Du point de vue de Mao, l'idéologie, c'est quelque chose de pratique. En tout cas, lié à une pratique. C'est pas un discours... c'est pour ça qu'il a commencé à en avoir sérieusement marre quand comme il a dit, on voulait le changer en Bouddha prolétarien en faisant annonner ses textes. Bon. Mais il y avait une autre question. Approchez, s'il vous plaît. C'est pas pratique, c'est ça. Voilà. Oui, moi c'est la question de la grève. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a la grève générale. Alors quand on lit les années rouges, on voit que c'est pour ce qui est de la ville de Guilin, c'est des gardes rouges rebelles, parce qu'il y avait deux sortes de gardes rouges. Il y avait les rebelles et les conservateurs qui étaient organisés par les cadres du parti. Donc c'est ces gardes rouges rebelles qui vont au contact des ouvriers et qui, par contamination, ça débouche sur une organisation ouvrière et des grèves. Donc ces grèves, y compris, on les voit, c'est ce qui débouche sur des prises de pouvoir locales. Pas au niveau de la commune, mais au moins au niveau des usines. Et ces ouvriers étaient politiquement différents de ceux qui sont rentrés dans les universités de Pékin. Et ceux qui sont rentrés dans les universités, c'était des gardes rouges qui n'étaient pas rebelles, qui étaient organisés par les cadres du parti. Donc comment tu vois ces groupes rebelles ouvriers qui finissent mal, ça finit en guerre civile et ça finit par un massacre. Donc comment tu les caractérises? Est-ce que tu les caractérises ultra-gauche? Et comment tu vois ceux qui les ont réprimés? C'est qui? Je ne suis pas sûre d'avoir très bien compris, mais sur la première, la description première que vous donnez, c'est d'accord, c'est tout à fait clair. Il y a des gardes rouges rebelles qui se lient à des groupes ouvriers. Tu parles de la province du Guizhou, je pense, ou peut-être de Tianjin, où c'était particulièrement le cas. Et il y a des grèves qui débouchent sur l'organisation de prise de pouvoir locale, ouvrière, absolument. Ça, c'est un des grands... C'est pour ça que j'ai dit que la révolution culturelle est une grande révolution ouvrière, aussi, sinon uniquement.
Après, pour moi, les gens qui vont le 1er juillet à l'université de Pékin, c'est pas des bénis oui-oui. Ils répondent à un appel, ils ne sont pas obligés de venir. C'est ce que j'ai appelé une forme particulière de la dictature du prolétariat qu'il fallait être Mao Tse-tung pour exercer tout seul, parce que, à savoir qu'il lance un appel aux ouvriers en leur demandant leur contribution pour aller mettre fin aux luttes armées entre étudiants à Pékin. Alors, les luttes armées entre étudiants à Pékin, on en a rapidement parlé. Bon, ça opposait deux fractions qui s'appelaient Ciel et Terre. C'était des gens qui, d'un côté, étaient des partisans du parti et de l'appareil du parti, et c'était de l'autre côté des gens, qu'on va dire des gens de l'ultra-gauche, qui avaient comme dirigeant, par exemple, le fameux Kwai Tafu, et qui était, d'ailleurs, Kwai Tafu, il était clairement sur la ligne que les étudiants s'organisent eux-mêmes et non à obéir à personne, et mènent leurs affaires tout seuls. Bon, moyennant quoi, ils se combattaient à la fin, à coups de mortier, etc. Donc l'entrée des groupes ouvriers de propagande de la pensée de Mao Tse-tung, c'est pas des groupes qui ont été formés de force. Ça rassemblait d'ailleurs des ouvriers d'usines différentes. À Shanghai, il paraît qu'il y en a eu quelque chose comme 10 000. Bon, tout est à grande échelle en Chine, hein. C'était des groupes très nombreux qui étaient composés de volontaires et qui sont allés parce qu'ils pensaient qu'il fallait mettre fin à ces bagarres entre étudiants. Et d'ailleurs, d'après le livre de Li, ils ont été très bien accueillis partout, pas seulement à Pékin, parce que les gens commençaient à en avoir ras-le-bol en fait, plus que ras-le-bol même des luttes de factions. Et l'arrivée de ces groupes ouvriers qui étaient en général des gens très calmes et très résolus. D'ailleurs, il fallait être calme et résolu pour aller désarmer, pour aller, en étant soi-même désarmé, essayer de convaincre et faire face à des étudiants qui étaient hyper excités. Et là, je suis d'accord qu'on montrait leur nature de classe. Parce que quand tu tires sur les ouvriers, c'est pas anodin. Ils ont commencé par tirer sur eux. Bon, le lendemain matin, à 5 h du matin, Mao les a convoqués. Il y a des récits d'ailleurs détaillés de cette entrevue. Le Sandro Rousseau, dont Badiou parlait, a publié un compte-rendu, les minutes de cette discussion entre Mao, Tianqing Shenpota et les petits généraux étudiants, comme il les appelait. C'était le lendemain et Mao a dit « C'est moi la main noire qui ai envoyé les ouvriers chez vous ». Ce qui est très très frappant d'ailleurs dans ce texte, mais ça c'est du début à la fin, c'est que Mao est d'une patience et d'une mansuétude extraordinaire. Il n'arrête pas de dire aux autres, oui, mais ils sont jeunes, faut pas trop les doucher quand même à l'eau froide, ils font plein de conneries, mais au fait, t'as quel âge? T'as 22 ans, bon, est-ce qu'on n'a pas fait des conneries à 22 ans? Il n'arrête pas d'intervenir sur ce thème-là, en leur disant, leur versez pas trop d'eau froide sur la tête. Bon, c'était un optimiste, hein, Mao, dans son genre. Parce que je pense que les petits généraux en question n'en méritaient pas tant. En fait, c'était quand même des petites canailles, pour dire les choses en termes un peu grossiers. Mais Mao a essayé quand même jusqu'au bout de suivre une ligne qui était je leur donne toute leur chance, on peut faire des conneries quand on est jeune. Bien sûr, ils sont montés sur la scène, il faudra qu'ils descendent, mais c'est pas la peine de les pousser à coups de pied, etc. Et même dans cette discussion, c'est très marrant parce qu'il continue à intervenir sur ce thème. Sauf contre une, il en a après elle, Nye Yangtze, mais d'abord elle a dépassé la quarantaine. Et c'est elle qui avait écrit le premier Dazebao qui a lancé la révolution culturelle. Mais en fait, elle était archiréaque. Bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Approche-toi, s'il te plaît. Alors, merci beaucoup Je vous en pour prie. cette présentation. Je pense que le livre
est très riche, on peut nous aider à passer à l'offensive, justement à l'époque où l'anticommunisme est fort et je pense que la révolution culturelle, elle nous donne la munition pour justement cette confusion qui est souvent faite entre le système capitalisme restauré et le socialisme. Voilà. Ma question, vous avez dit, la dictature du prolétariat, ce n'est pas l'État, si je me souviens bien. Bien sûr, l'État, en soi, la direction, ce n'est pas la dictature du prolétariat. Mais d'après notre compréhension, en tant que marxiste-léniniste, la restauration du capitalisme, elle part souvent d'en haut. Elle part des positions puissantes. Quand justement ça leur monte à la tête, ils s'éloignent du peuple de tous les objectifs communistes. Alors la dictature du prolétariat, elle doit se référer à tout, jusqu'en haut justement. Alors la base, le peuple, la dictature, l'initiative, la direction, la dictature, elle doit comprendre tous les niveaux. C'est un peu peut-être... Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ce que je veux simplement vous faire remarquer, d'ailleurs c'est une des citations de Mao que j'ai citée pour finir. Pour ça, il faut qu'elle parte d'en bas, c'est tout. D'ailleurs, il dit il faut qu'on arrive à constituer la dictature du prolétariat dans chaque école, dans chaque ferme, dans chaque usine, etc. Ça veut bien dire qu'il considère bien que la dictature du prolétariat, c'est une question d'abord de pouvoir local des gens sur eux-mêmes et qui doivent être capables de prendre la mesure de ce qu'ils sont capables de faire à partir de là. Mais je suis tout à fait partisan que la dictature du prolétariat aille jusqu'à s'exercer sur l'État lui-même, bien sûr. Simplement... s'exerce sur lui et non pas que ce soit lui qui l'exerce. Voilà, voilà, c'est ça la nuance. Alors voilà, c'est là qu'il y a donc une objection de la part de Gabi, qui se présentera tout à l'heure peut-être. C'est un cas intéressant de militance outre-Rhin. C'est les adhérents de son petit parti, qui ont beaucoup de mérite, sont ceux qui ont fait installer une statue de Lénine devant leur siège à Gelsenkirchen, suscitant le lire et la consternation de pas mal de monde. Bref, donc, oui, félicitations. La question, bon, on va pas la trancher ici, mais enfin je résume, c'est que donc l'État peut-il, un État, quelle forme d'État, quel serait le type d'État qui serait donc socialiste sur la voie du communisme, qui pourrait assurer en tant que tel, en tant qu'État, la dictature du prolétariat et non pas être l'objet, être le sujet de cette dictature et non pas l'objet de alors cette ça, j'y crois pas trop, mais je suis d'accord. On peut souhaiter d'une part que l'État subisse la dictature du prolétariat, c'est une chose. On peut aussi souhaiter qu'il y ait des États qui soient au service de la dictature du prolétariat. C'est-à-dire, si on a un gouvernement révolutionnaire, communiste, etc., il peut être au service de la dictature du prolétariat et on s'en portera mieux, évidemment, beaucoup mieux. Mais en tant que tel, l'État, c'est l'État, c'est ce que je veux dire. En tant que tel, l'État, c'est l'État. Et d'autre part, en tant que tel, l'État, tendanciellement, est un lieu de corruption. Bon, pour dire les choses simplement. Par essence, par définition. Alors maintenant, je sais pas, prenez Fidel Castro. Fidel Castro, c'est un cas intéressant, mais son île n'était pas très grande. Alors il jouait tous les rôles en même temps. Il jouait tous les rôles en même temps, il dirigeait le gouvernement. C'est moins grand que la Chine, mais enfin, c'est presque aussi grand que la France, Cuba. Oui, mais enfin, quand il faisait ses discours de 12 ou 13 heures de suite à La Havane, ce que je veux dire, c'est qu'il pouvait, pratiquement, il s'adressait à l'ensemble de son peuple. Et pourquoi il parlait 12 ou 13 heures? Parce qu'il avait beaucoup de choses à dire, c'est-à-dire qu'il jouait le rôle du dirigeant communiste. Et il tenait un discours. Je connais des gens qui ont assisté et ils s'emmerdaient pas. Hein. Oui, je pense que c'était pas emmerdant. Ils écoutaient les 12 heures, ils étaient debout. Hein. Et il y avait la fatigue d'être debout, mais c'était intéressant. Oui, donc là, il jouait le rôle du dirigeant idéologique et politique. Bon, il était en même temps le chef de l'État. Mais ça n'empêche qu'on peut distinguer les deux choses. La question,
en tout cas, est ouverte et c'est une question sérieuse. Et en tout cas, un État, s'il veut être au service de la dictature du prolétariat, il a en tout cas intérêt à encourager fortement à ce que les gens s'organisent localement pour exercer localement la dictature du prolétariat, là où il se trouve. Est-ce que la dictature du prolétariat peut être exercée par quelque chose d'autre que l'État? Elle doit l'être. Ben justement. Mais par quoi, justement? Par quoi? Parce qu'ils appellent ici une commune ou un organe de la dictature du prolétariat. On va prendre l'exemple de la commune. La commune de Paris. Oui, la commune de Paris. À quelles conditions il y a une commune? Mais il faut d'abord que les gens soient mis d'accord sur quelque chose qu'ils veulent, ensemble. Qu'ils veulent faire. Qu'ils veulent faire, ouais, c'est-à-dire sur des mots d'ordre et sur un contenu. Ce qui veut dire qu'a déjà lieu une discussion interne où le point de vue de communistes, on va dire, de la classe ouvrière, l'a emporté. Hein. Tu peux prendre un exemple très simple, un comité de grève, un simple comité de grève. Il y a grève, il va y avoir un comité de grève. Si c'est un bon comité de grève, il va être capable, dans l'assemblée des grévistes, de comprendre et de formuler les mots d'ordre qui correspondent à la volonté des grévistes, qui connaissaient peut-être pas eux-mêmes au moment où ils sont mis en grève, tu vois. Ils sont déjà mis en grève, mais bon. Et ensuite, le comité de grève, il va porter ses mots d'ordre. Et il va effectivement exercer la dictature. C'est-à-dire qu'il va pourchasser les jaunes, c'est-à-dire qu'il va monter séquestrer le patron éventuellement. Bon, c'est bien un acte, ça va être un pouvoir relevant de la dictature. Mais sa constitution première, c'est le fait qu'il y ait une unité sur des mots d'ordre et un contenu. Et c'est quant à ça que tu peux faire des élections de type Commune de Paris, ce qui était tout le temps discuté pendant la Révolution culturelle. Parce que pour faire des élections de type Commune de Paris, il faut être d'accord sur les objectifs. À ce moment-là, tu élis les gens que tu estimes les plus à même de conduire ces objectifs et tu te donnes le pouvoir de les résilier s'ils ne le font pas. Par contre, si tu commences par les élections, ça ne marche pas. Voilà. Bon, mais là-dessus, on va... allez, une dernière, allez. Oui, c'est une question, une remarque. Derrière tout ça, il y a la question, on va dire, pour le formuler dans les termes d'Alain, désir de capitalisme ou désir de communisme. Prenons-le comme ça. Une chose qui me frappe quand même dans le bilan de la révolution culturelle, c'est qu'on a l'impression que le désir politique de communisme est quand même problématique. On serait attendu à ce qu'il soit quand même beaucoup plus développé, consistant en 58 avec un type comme Mao, etc. Alors, moi j'ai l'impression qu'il y a deux choses, et je te dis comme une question. Premièrement, il y a quand même que finalement, le socialisme en un certain sens, c'est pas tellement quelque chose qui développe forcément le désir de communisme. Ça peut avoir exactement l'effet inverse. Mais le communisme, c'est pas une question de désir. Bah non, mais si justement, si justement, c'est ça que je suis en train. Non mais attendez, il va pas être d'accord. Non mais attendez, je mets justement le paquet sur la table. Ouais. Il y a un désir de capitalisme. S'il n'y a pas un désir de communisme, il y a un problème, un désir politique de communisme. Ouais. Première chose, il me semble que le socialisme, en fait, au lieu d'être l'étape intermédiaire qui va d'une certaine façon donner envie aux gens d'aller au communisme, pour simplifier, l'expérience de la Chine, c'est que c'est exactement l'inverse. Premièrement. C'est ce que Mao réalise. Bon. La deuxième chose, c'est que c'est pas symétrique, il me semble, parce que le désir politique de communisme doit être politique, comme tu l'as rappelé, et il est d'une façon à inventer. Il n'est pas trouvé tout seul. Alors que le désir du capitalisme, d'une façon, on l'a sous les pieds, parce que c'est le désir d'avoir une machine à laver, je sais pas quoi, enfin bon, tous les... Donc, la question qui nous est renvoyée, c'est celle-là, parce que ton livre, c'est aussi un livre pour maintenant. C'est pas simplement un livre d'études historiques. C'est comment développer, par quel travail politique développer le désir politique de communisme, sachant que ça n'est pas une donnée, une espèce de ressource spontanée.
D'ailleurs, je rappelle le mot d'ordre de Mao quand il disait les peuples veulent l'indépendance, les pays veulent la libération. Il n'y avait pas le communisme. Il disait pas les masses veulent le communisme. Il n'y a pas. En plus, c'était pas mon mot d'ordre, mais les... Non, non, mais peu importe. Mais je veux dire, le fait de savoir quelles sont les ressources subjectives pour vouloir le communisme, parce que c'est vraiment ça qui s'est posé. C'est-à-dire, sinon, on en reste au socialisme. Vouloir, c'est une chose. Le désirer, c'en est une autre. Oui, bah, enfin, en tous les cas, voilà, c'est la question que j'envoie. Et il me semble que donc, quel est le travail pour constituer pas à pas un désir politique de communisme? Voilà, enfin c'est... Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec toi sur le premier point. Parce que un des problèmes qu'a eu à traiter la révolution culturelle, et tu te rends compte, c'est qu'il y a eu des années de retard, qui étaient les années de socialisme. Et tu t'en aperçois bien parce que la révolution culturelle, par exemple, elle publie des textes qui correspondent aux controverses des années 50. Donc il y a un énorme retard pour s'approprier ce que sont les enjeux en termes de capitalisme ou communisme, qui finalement est payé très cher. Par exemple, le texte sur le limogeage de Peng Dehuai est très important en 59. Peng Dehuai, c'est le ministre de la Défense qui veut une armée moderne, soviétique, etc. Bon, il est limogé en 59, il y a des textes, mais les textes sont publiés en 67. Il y a un énorme retard. Bon, or, ça c'est une première remarque. Deuxième remarque, la dernière brochure de Yao Wenyuan est entièrement consacrée au point dont tu parles. Celle de Chang Chung Chao aussi pour large part. C'est-à-dire que groupe social par groupe social, il étudie qu'est-ce qu'il en est du désir de capitalisme et du désir du communisme. Et il le fait groupe social par groupe social. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, parce que je pense qu'effectivement, d'abord, je pense que c'est un des grands points de la révolution culturelle d'avoir mis sur la table que le communisme, ça relève d'un désir et pas d'un intérêt. Bon. Et deuxièmement, il étudie groupe par groupe et il fait des propositions, groupe par groupe, sur ce qui peut susciter le désir. Un truc qui m'a beaucoup intéressé et qui était une des faiblesses de la révolution culturelle, c'est qu'il dit par exemple que parmi les ouvriers, l'internationalisme, le caractère mondial de la révolution, c'est un point très important du désir communiste. Ce que je pense parfaitement vrai, c'était vrai déjà pendant la révolution russe, la conscience qu'on fait une révolution mondiale. Donc par exemple, lui, il dénote cette faiblesse-là dans la révolution culturelle, ce qui est une partie, je trouve, de la réponse à ta question, parce que le désir communiste, ça relève d'un travail de politisation continu, en fait. Et si ce travail n'existe pas, bon, Mao le dit aussi à un moment, hein, les Russes, ils parlent tous de communisme, mais chez eux, il n'y a personne qui veut bosser une heure de plus. Bon, donc le désir est lié à la politique. Il n'est pas donné. Oui. Il n'est pas donné. Et la brochure de Yao Wenyuan est très intéressante parce qu'il analyse ça chez les ouvriers. Moi, j'étais très sensible au point de l'internationalisme. Quand il disait chez les ouvriers, les jeunes ouvriers, c'est un point déterminant. Et bien sûr, chez les intellectuels, c'est autre chose. Ça touche à la question du rapport au savoir, bon, tout ce qu'il y a dans la brochure de Michel Loy, qui est dans le bouquin, etc. Après, ça c'est pour ce qui est le désir. Après, ma thèse c'était, il y a le désir et tenir bon sur ton désir. Tenir bon sur ton désir, là, ça va plus être à l'intérieur de ton groupe. Va falloir se déplacer, il y a une transversalité. Parce que tenir sur le désir communiste, c'est faire de la politique communiste. Donc là, il va y avoir des déplacements. Et ceci dit, je suis entièrement d'accord avec toi. La révolution culturelle, elle a payé cher les 15 ans de dépolitisation du socialisme, absolument. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment, Mao dit faut bien se rendre compte que sans mouvement communiste, on ne va pas au communisme. C'est ce qu'il voulait dire. C'est pas un truc qui se fait comme ça tout seul. Moi, je trouve que c'est vachement important que la révolution culturelle, parce que c'est quelque chose que les gens ont rarement en tête, c'est que le communisme, ça met en jeu un désir, effectivement. Un désir qui est, je l'ai détaillé à un moment dans le bouquin à travers un texte d'un gars qui s'appelle Cavazani, où il parle
désir du service des biens, servir le service des biens ou le service du peuple. Servir le peuple, ça correspond à un désir, effectivement. Enfin bon, ça c'est pour le traiter du côté des intellectuels. Mais il y a un début de bilan de ça dans les toutes dernières brochures, notamment de Yao Wen-Yuan. C'est la brochure de quand? Tu sais, c'est des brochures de 75, c'est juste avant qu'ils soient arrêtés, les gars. C'est leur chant du cygne. Hein. Elle s'appelle de la base sociale de la clique anti-parti de Lin Piao, un truc comme ça. Mais justement, il fait ce travail en discutant groupe par groupe, c'est-à-dire qu'il est bien loin de nier qu'il y a un désir de capitalisme, évidemment. Bien loin de le nier. Une toute dernière question. Une toute dernière question et un peu polémique. Oui. Voilà. Voilà, très bref. J'ai lu tout ton livre, si tu veux, il y a environ 6 mois. Hein. Forcément, et j'avais un désaccord qui traverse. Oui, bon, bah. J'ai lu en diagonale, si tu veux, j'ai un désaccord de fond sur la question du parti. Je trouve que que le parti communiste chinois soit devenu un parti d'État, mais Mao, la cible qu'il a au départ, c'est la classe bourgeoise, ou c'est la tentative de restauration, ou la voie bourgeoise dans le parti et l'État. Ce qui n'amène pas nécessairement à vouloir la disparition du parti. Et là, je pense que... parce que quand tu dis les petites unités qui exercent le pouvoir, etc., bien sûr, mais il faut qu'il y ait aussi, et je pense que Mao va beaucoup s'appuyer sur les membres de la base du Parti communiste chinois. Mais voilà, c'est... On a compris la question. En fait, la question du parti... On a compris la question, c'est le parti. Voilà, où est le parti? Moi, j'ai une réponse courte. Ouais, une réponse brève. Je vais m'appuyer sur François pour dire que D'abord, je pense que tous les partis, et même petits partis, très éloignés du pouvoir, ils secrètent leur mini-bourgeoisie, c'est-à-dire les gens qui veulent le siège. Ça, on l'a vu même dans tous les groupuscules, même les meilleurs auxquels on a participé. Ça, c'est déjà un point. Deuxièmement, donc c'est pour ça que moi, je suis sceptique quant à l'idée d'un groupe auquel on adhère individuellement. Et je l'ai argumenté dans le livre. Pour moi, un militant, c'est quelqu'un qui fait du travail politique, de même qu'un peintre, c'est un mec qui fait de la peinture. C'est pas quelqu'un qui adhère à l'association des peintres. Bon. Donc je pense que pour la politique, c'est pareil. Donc premièrement, j'ai un élément critique à apporter sur la notion de prendre sa carte, l'adhésion individuelle, qui ne prouve rien, parce que ce qui est intéressant, c'est si quelqu'un s'engage dans un travail, et s'engageant dans ce travail, bon, bien sûr, il va rencontrer ses camarades qui font ce travail avec lui. Mais ça, c'est un élément de critique du parti que je soumets. Et le deuxième, c'est lié à ce qu'a dit François. C'est-à-dire le parti secrète sa littérature interne et ses problèmes internes. Et c'est ce que je venais de dire. Pour moi, la directive de la fin de Mao, il faut porter cette question à la connaissance du pays tout entier, c'est important. Donc les textes internes du parti, je ne trouve pas que ça soit intéressant. Voilà. Je pense que les textes, ils doivent être portés, diffusés. Et bien sûr, il y a des réunions où les gens vont... Plus exactement, les débats. Les débats, les textes, les propositions de directives, les propositions de mots d'ordre. Et puis ma troisième remarque, c'est qu'aucune décision révolutionnaire n'a été prise dans le cadre d'un parti. Aucune. Aucune décision révolutionnaire n'a jamais été prise dans le cadre d'un parti. Déjà Lénine, son parti était contre lui quand il a déclenché l'insurrection d'octobre, il était minoritaire, donc il l'a fait par-dessus eux. Quant à Mao, alors là, n'en parlons pas. Toutes les réunions qui convoquent et où on appose le 5, c'est une décision du Parti communiste chinois, elles sont toutes convoquées irrégulièrement par rapport à toutes les règles du parti.
Il n'y en a pas une seule qui soit conforme. Et bon. Y compris à l'époque de la Longue Marche d'ailleurs. Y compris déjà dès le départ. Donc, de toute façon, la question de parti, elle est posée déjà depuis un petit moment et elle est loin d'être close. Alors là, maintenant, on va conclure sur cette série de nouvelles questions sur lesquelles chacun va réfléchir. Et donc, je vous remercie